Et bonjour, comment ça va? Salut Karzi, salut Domino, salut Cricri. Je remets tout en place. Comment est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes en forme? Est-ce que vous allez passer une bonne semaine? Olé! Et tout de suite, la route Kiki. Non, c'est pas Cricri. -4, ouais, il fait très froid, ouais. Le football, il a changé. Eh ouais, le football, il a changé. Le football, il a changé. Ouais, il fait très très froid. Il fait très très froid, mais bon, on va faire avec, on va faire avec. Euh, De quoi on va se parler aujourd'hui? On va se parler, ben, en fait, comme un lundi, en fait, hein, un retour de week-end, donc forcément beaucoup de résultats à commenter, voilà, beaucoup de choses qui se sont passées de week-end, donc on a moins de temps pour parler de sujets peut-être un petit peu plus profonds, ce genre de choses. Ça va être vraiment du qu'est-ce qui s'est passé ce week-end. Et principalement, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end? Il s'est passé du foot, vu que la Ligue 1 a repris depuis 2 journées. Il s'est passé encore du foot, il s'est passé du rugby et il s'est passé du tennis. Voilà, donc on va se parler principalement de ces trois sports-là. Rien de très 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 innovant. Mais par contre, à partir de demain, on va essayer, on va dire dans la ligne éditoriale de la Caféine TV, de faire un petit peu plus de place à des sujets un peu plus travaillés, à des sujets peut-être qui se sont passés il y a longtemps et dont qu'on va déterrer un petit peu et dont on va reparler. On va essayer voilà, de parler peut-être de personnes en particulier dans le sport. Euh, Pas forcément parce qu'ils font l'actu actuellement, mais parce que ben voilà, c'est des gens qui ont des histoires à raconter. Donc voilà, on va essayer quand on n'est pas sur des moments où il y a beaucoup de choses à parler, on va dire, parce que ben, il y a eu un week-end, donc forcément il s'est passé, c'est là où il se passe 80-90% des résultats sportifs. Mais voilà, sinon sur le cours de la semaine, on essaiera aussi d'un petit peu de mixer un petit peu tout ça. Pour ce faire, et pour ceux qui ont l'application Discord, donc c'est un nouvel élément sur la Caféine TV, mais que, enfin Discord, c'est pas nouveau, hein, quasiment tous les streamers en ont un. Donc n'hésitez pas à rejoindre, pour ceux qui le souhaitent, c'est pas une obligation. Le Discord, il y a le lien qui vient de tomber dans le chat. Donc le Discord qui va servir à quoi? Il va servir principalement à annoncer quand je vais faire un live. Donc il y a une petite notif qui va vous apparaître. Et aussi, il y a un salon où vous allez avoir la possibilité. Je sais que Karzi, tu parlais de Discord hier, ça m'a fait sourire, j'ai pas voulu en parler hier. Mais du coup, sur le Discord, il y a un salon dédié au sujet que vous souhaiteriez qu'on aborde. Ce qui me permettra, moi, en fait, de pouvoir les préparer en amont et pas d'arriver un petit peu dépourvu. C'est fait, et ben c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. De pas se retrouver dépourvu et de découvrir en même temps que vous, mais de préparer un petit peu en amont pour avoir un petit peu plus de choses à discuter. Donc on essaie de faire ça. Et pour ceux, même si je sais que là actuellement, je vois les gens qu'il y a dans le chat, c'est un petit peu moins le cas, mais pour ceux qui jouent à Valorant, si on recherche des gens pour compléter une équipe, on essaiera de le rechercher ici aussi. Voilà, voilà. Une fois qu'on s'est dit tout ça, eh bien on va commencer. On va commencer avec donc la Ligue 1. J'en parlais juste avant. Hier soir, Paris s'est imposé 2-1 contre Saint-Etienne. C'est pas forcément le match qu'on va débriefer forcément avec le plus d'intérêt parce que Paris devait gagner. Paris a mis 2 buts en 20 minutes, je crois. Aurait pu en mettre un troisième et puis après a fermé boutique, même si Saint-Etienne a un petit peu entretenu l'espoir en seconde mi-temps en revenant au score grâce à qui? J'ai déjà oublié qui a marqué pour. C'est David Achili qui a marqué pour Saint-Etienne. Mais voilà, même s'il y a eu, on va dire, un tout petit peu de suspense, c'était pas forcément le match le plus palpitant de la journée. Mais comme d'hab, c'est Paris, comme d'hab, voilà, l'équipe se doit et est obligé de faire des grosses pages sur Paris parce que c'est aussi ça qui fait vendre. Donc voilà. Mais en tout cas, en vrai, Paris devait gagner, Paris a gagné, bravo à Paris. On va plutôt se regarder un petit peu les autres résultats. On va zoomer ici. Pour s'apercevoir de quoi? Pour s'apercevoir que Monaco, vraiment,
ne s'en sort pas. Ils étaient dans une mauvaise passe en fin d'année 2024 où ils ont perdu 2 matchs de Ligue des Champions. En tout cas, le match contre Benfica, ils doivent pas le perdre et ils le perdent. Ensuite, il y a un match, je crois, je sais plus si c'est la Coupe de France. Bref, il y a un autre match qu'ils perdent, un petit peu comme ça. Puis ensuite, ils perdent des matchs en Ligue 1 où ils se font accrocher, où ils font match nul. En tout cas, ça va pas. Ça va pas à Monaco depuis maintenant quelques mois. J'ai pas l'impression que ce soit un problème de joueurs. Bien sûr, c'est les joueurs qui jouent. Mais en tout cas, il leur manque pas des joueurs, quoi. Ils ont pas des trous dans la raquette. C'est vraiment, selon moi, je sais pas, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est un discours qui passe pas avec le coach? J'ai pas l'impression, parce que vraiment, Adi Hütter a l'air d'être très très bien en coach à Monaco. Donc voilà, j'ai pas trop l'explication. Là, ils se font rejoindre par Nantes à la dernière minute. Voilà, c'est ce genre de résultat-là qui agace un petit peu et qui te met dans une spirale qui est pas ouf. À Nantes, tu dois gagner. Quand tu joues, on va dire, le top 3, tu te dois de gagner. Et malheureusement, ce match nul fait que Monaco laisse un petit peu partir Marseille avec 5 points d'avance maintenant. Donc on commence à voir vraiment des strates qui se créent, avec Paris qui a 7 points d'avance sur Marseille, donc ça commence à faire. Marseille qui a 5 points d'avance sur Monaco, je vais décaler, comme ça on va regarder le classement directement. Et à partir de Monaco, c'est très serré jusqu'à Lyon, puisqu'en fait entre le 3e et le 6e, il n'y a que 3 points. Et Lens n'est pas loin, au final, puisque Lens n'est qu'à 4 points de la 3e place. Donc pour rappel, c'est les normalement 4 premiers qui seront qualifiés directement pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc en fait là Monaco va falloir qu'ils resserrent les rangs. Sur le papier, j'estime encore qu'ils ont une équipe supérieure à Nice, à Lille, à Lyon, à Lens, à toutes les équipes qui sont en dessous d'eux. Mais maintenant il va falloir qu'ils se réveillent, quoi, parce qu'ils prennent des buts surtout. En fait, ils prennent des buts. Offensivement, ça va. Ils ont une équipe qui est capable de marquer quasiment dans tous les matchs. Mais alors, par contre, qu'est-ce qu'ils prennent comme but, quoi. C'est une catastrophe. Dans les autres résultats, Brest, qui est allé gagner un gros match à domicile contre Lyon. Celui-là, il va faire du mal aux Lyonnais, il va faire du bien aux Brestois, puisqu'en plus, le match a vraiment été très propre. Et d'ailleurs, je pense que ce qu'on va faire, je crois que je me l'étais préparé celui-là. On va le regarder, parce que c'est quand même 2 équipes qui sont intéressantes à regarder, à plusieurs, on va dire, aspects. Lyon, parce que on constate la reconstruction lyonnaise depuis, on va dire, un peu plus d'1 an. On a failli assister à une chute comparable à ce qui s'est passé avec Bordeaux. Ça ne se passe pas. Pourquoi? Parce que Lyon a fait une 2e partie de saison l'année dernière qui était miraculeuse. Ils se sont qualifiés pour une Europa League inespérée alors qu'ils étaient relégables à la mi-saison. Et en fait, avec Pierre Sage à la tête de Lyon, qui a repris Lyon au milieu d'année dernière, et on a l'impression que en fait ce run-là de fin de saison dernière les a mis dans une dynamique positive, alors que quand on regarde un petit peu, quand on prend un peu de recul sur l'Olympique Lyonnais, il y a quand même pas mal de choses qui ne vont toujours pas, mais qui n'allaient pas à l'époque tout autour du club. Et les bons résultats ont fait que ça a maintenu le club un petit peu en dehors de l'eau et en dehors de la crise. Ah, on te croyait mort. Salut, Chanap. Non, j'ai été très malade. Salut, Caraï. Salut. J'ai été très 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 malade et ça... Et voilà. Et donc du coup, j'ai préféré ne pas stream avec une voix pétée en deux ou avec des cernes jusqu'en bas et attendre d'aller mieux pour pouvoir vous proposer un contenu un petit peu plus de qualité. D'ailleurs, à ce titre-là, j'en profite vu que je vois 2 personnes de plus dans le chat. Enfin, il est là, le GOAT. Ah, on passe de on te croyait mort à tuer le GOAT. Mais ça fait plaisir, je prends. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, existence d'un Discord. Je parle à toi, Jean-Raph, et à toi, Caraï. Existence d'un Discord de la Caféine TV qui va servir principalement, en tout cas pour l'instant, à 2 choses. 3 choses. La première, c'est d'annoncer quand je fais des lives. La deuxième, c'est un salon qui est dédié au sujet que vous souhaiteriez qu'on aborde et que je pourrais travailler un petit peu en amont,
puisque le but, on va dire, la bonne résolution de l'année 2025, ça va être que, évidemment, lundi, il y a beaucoup de résultats sportifs, donc on va vraiment faire du débrief de résultats sportifs, mais le reste de la semaine, même si on parlera des résultats qu'il y a eu, mais on essaiera de parler de sujets un petit peu plus profonds, et pas forcément des sujets venus de l'actualité, mais par exemple d'un sportif dont vous aimeriez qu'on parle, ou d'un événement sportif qui s'est passé auparavant et qu'on aimerait déterrer un petit peu. Et donc si vous avez des idées de sujets comme ça, n'hésitez pas à venir me le mettre dans le Discord. Il m'a snobé pour le nouvel an. C'est-à-dire, il m'a snobé pour le nouvel an, je ne sais pas de quoi tu parles. Bref. Parce que je t'ai pas souhaité la nouvelle année, c'est peut-être ça. Eh bien alors je te le souhaite en live. Si c'est ça, je te le souhaite. Donc voilà, donc le Discord servira à ça, et servira aussi pour ceux qui souhaitent jouer à Valorant, et lorsqu'on cherche des joueurs pour compléter des équipes, on le fera aussi via le Discord. Donc n'hésitez pas, il y a le lien du Discord qui est un petit peu spammé dans le chat, qui tombe toutes les 5 ou 10 minutes, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Voilà, l'annonce est faite. Maintenant, voilà, on continue, on parlait de Brest-Lyon. Donc Lyon, voilà, on assiste à la reconstruction, et Brest, c'est une équipe qui était un gros point d'interrogation en début de saison, puisqu'ils ont fini deuxième l'année dernière, et ils s'étaient qualifiés en Ligue des Champions. On s'est dit, mais comment ces petits Brestois vont réussir à jouer sur tous les fronts et à ne pas s'effondrer. Voilà, beaucoup parlaient de Brest comme une équipe qui pouvait potentiellement jouer le maintien cette saison-là. Et moi-même, je me disais peut-être que, voilà, hein, comme beaucoup d'équipes qui ont un très gros run pendant une saison, derrière le soufflet, il est compliqué à gérer, d'autant plus que là, c'était la première fois pour ce club-là qu'ils allaient jouer des matchs, enfin plus de matchs, puisqu'il y avait la Coupe d'Europe intercalée. Et au final, on s'aperçoit que Brest en Ligue des Champions, ça fait le taf, on va dire. Et en Ligue 1, ils ne sont pas totalement en perdition. Ils sont 11e, ils ne sont pas non plus dans les toutes premières places, mais ils ne sont pas à jouer le maintien, ils arrivent potentiellement à allier les deux, donc c'est une équipe, on va dire, avec un gros point d'interrogation, et moi, en tout cas, c'est une question que je me pose, c'est est-ce que Brest va réussir à faire bonne figure en Ligue des Champions sans s'effondrer en Ligue 1? Pour l'instant, ils y arrivent. Ils ne s'effondrent pas en Ligue 1, ils ne se jouent pas les premiers rôles, mais ils ne s'effondrent pas. Après, comme d'habitude, on est sur une Ligue 1 qui est très serrée, et la 6e place qui est qualificative pour une Coupe d'Europe n'est qu'à 6 points de Brest, donc pas loin. C'est redoutablement efficace. Et en plus de ça, voilà, pour la Ligue 1, ça suffit, quoi. Et voilà, sur un match contre une équipe qui est quand même censée jouer le haut du tableau, ils font le taf, quoi. Ils font le taf. Donc, moi, j'ai hâte de voir ce que ça donnera en deuxième partie de saison, et est-ce qu'ils vont réussir à tenir ce rythme-là, sans avoir trop de blessés, ils sont toujours en Ligue des Champions, donc ils vont continuer à avoir des matchs. En plus, ils vont très probablement jouer les barrages, donc ils vont avoir ces deux matchs en plus qu'ils auraient pu s'éviter en terminant dans le... Ah mince, dans le haut du tableau. Donc on verra. On termine les résultats. Donc je me garde Rennes-Marseille. Rennes-Marseille pour la fin, vu que j'ai aussi le résumé. Quelle heure il est? 7h53, on est bon. Le Havre-Lens, Lens qui l'emporte au Havre, et avec toutes les polémiques qu'il y a eu autour de Samba, c'est plutôt bien que Lens ait réussi à faire abstraction de ça pour faire un bon match et garder le rythme, en tout cas des équipes de devant. Montpellier-Angers, Montpellier toujours une catastrophe, 9 points en 17 journées, c'est catastrophique. Catastrophique. Donc Montpellier qui a perdu à domicile contre Angers. Là, je sais même pas s'il y a quelque chose qui peut sauver Montpellier. Fracture avec les supporters, fracture avec le capitaine, c'est catastrophe. Catastrophe pour moi. Honnêtement, je n'y croyais pas en début de saison, mais là maintenant, je suis à me dire que je ne vois pas qu'est-ce qui peut les sauver d'une relégation. Ils sont déjà à 7 points du premier barragiste. C'est mort. Enfin, c'est pas mort, mais voilà, là, il y a besoin d'un vrai changement, mais je ne vois pas quel changement peut intervenir. Toulouse, qui a perdu à Strasbourg, alors que Toulouse avait une belle occasion d'accrocher le wagon de devant. Et au lieu d'accrocher le wagon de devant, c'est le wagon de derrière qui est venu s'accrocher à Toulouse. C'est-à-dire qu'au lieu de se retrouver à 27 points dans la course aux places européennes, c'est pas mort pour les places européennes, mais en tout cas, Strasbourg est revenu de l'arrière et est venu s'accrocher à Toulouse, et donc du coup, Strasbourg n'est plus qu'à 1 point de Toulouse. Et c'est pas étonnant que ces deux équipes soient très proches, parce que pour moi, c'est deux équipes qui représentent bien le milieu de tableau de la Ligue 1 actuelle.
Donc voilà, Paris-Saint-Étienne, on en a parlé. Et donc il reste un match, c'était le match de samedi soir, Rennes contre Marseille. Rennes qui avait l'occasion de montrer qu'avec Sampaoli ça allait mieux et que voilà, le travail paye. Et Marseille qui de son côté avait l'occasion, vu que Monaco, ils savaient qu'ils avaient fait match nul, avait l'occasion d'asseoir leur seconde place pour un petit moment. Et donc c'est Marseille qui l'a emporté. Donc on a vu ce qu'on voulait voir sur la page Ligue 1. Prochaine journée, donc le 17 janvier. C'est là, c'est vendredi. On suivra ça, comme d'habitude, tous les lundis. D'ailleurs, ça me fait penser, je t'ai répondu à ton mail à Val par rapport à Ninja Warrior. Je t'ai répondu. Normalement. Petit passage rapidos sur la Super Coupe d'Espagne. Avec une claque. Une claque prise par le Real. Oui, bien reçu. Ok, nickel. Une grosse clacasse. Et ça fait déjà une claque, ça fait mal. Mais quand c'est ton meilleur ennemi qui te la colle, ça fait encore plus mal. Et quand tu vois les tronches, bon voilà. Il n'y a rien à dire de plus. Ils ont pris un gros coup sur la cabine, les Madriennes. Donc finale de Super Coupe d'Espagne, remportée par le FC Barcelone 5-2. Bisous Caraï. Ah oui, bah oui, je suis con. Est-ce que tu veux que je t'envoie un petit message quand ce sujet est passé ou c'est comment? Je te préviens, ou au pire tu coupes le son. Bon, alors tu sais quoi ce qu'on va faire? On va passer cette épreuve ensemble, on va y arriver. Allez, on y croit. Je vais pas plus parler, les images parlent d'elles-mêmes. Voilà. Tac. Oh là là. Et faudra quand même pas oublier, c'est mon pote flamand catalan qui doit être content. Ouais, oui, bah oui, sûrement, ouais. Sûrement les Catalans doivent être contents. On n'oubliera pas un truc. Le Real a gagné la Ligue des Champions sans Courtois dans les cages. Quand on voit les parades qu'il fait, c'est quand même pas rien de se dire de... Bah, il était blessé, hein, mais de se dire d'avoir réussi à gagner une Ligue des Champions sans avoir ce monsieur dans les cages. Et j'ai un doute s'il était pour la finale. Mais je crois pas je crois que même pour la finale, il y était pas. C'est quand même assez impactant quand même. Kylian. Oh là 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 là. Kylian pour l'ouverture du score. Il est très fort. Il est très très fort quand même. On a beau lui chier dessus un petit peu et dire ce qu'on veut, il est très fort. Je fais un arrêt sur l'image là parce qu'on est à la 8e minute de jeu. Donc il y a 1-0 pour le Real, mais il reste quand même 82 minutes. On est d'accord, hein? Donc il y a le temps de revenir au score. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est du monde quand même pour attaquer. Ça fait quand même du monde pour attaquer. Oh. Rafinha encore? Ouais, Rafinha. Ça va vite, hein. Wow. Bah, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'il loupe la balle, Courtois. Ils donnent le seum parce qu'il est plus au PSG. Oui, bah... Ouais, c'est compliqué, on en a beaucoup parlé, hein, de Kylian et tout ça. Mais... De toute manière, on n'aura jamais la vérité, parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui s'est dit, qu'est-ce qui s'est pas dit, qu'est-ce qui a été proposé, qu'est-ce qui n'a pas été proposé, tout ça. Le seul truc, c'est que là, en tout cas, ce qu'on peut dire de manière quasi sûre et certaine, c'est que la manière dont ça s'est passé n'est pas optimale. Et bah voilà, en fait, ça montre en tout cas que on n'a pas su faire une sortie à Kylian digne de ce nom. Est-ce que c'est de la faute de Kylian? Est-ce que c'est de la faute du PSG? Est-ce que c'est de la faute des deux? On ne le saura probablement jamais. Parce que chaque partie donnera à chaque fois sa vérité et ne voudra pas perdre la face.
Mais la vérité, et ce qui est sûr, c'est que pour les supporters parisiens qui ont adoré et encensé Kylian pendant, je sais pas, 4 saisons, 5 saisons, enfin, pendant quand même un long moment, la sortie n'est pas belle. Voilà. Que ça se passe comme ça pour un Neymar, que ça se passe comme ça pour un Messi ou pour d'autres gros joueurs du PSG, parce que globalement, quand il réfléchit, il y a certains joueurs à qui on a réussi à faire une sortie, mais globalement, tous les gros joueurs du PSG, ça s'est mal passé à la fin. Mais pour Kylian et pour les supporters, t'as vu son interview dans Click? Oui, oui, on l'avait même, streamé. On l'avait même streamé l'interview de Click. Donc, ouais, 7 ans peut-être, t'as peut-être raison. On l'avait débriefé ensemble sur Café TV. Mais voilà, tu vois, quand tu regardes l'interview de Click, ben, si t'es, comment dire, mono-information, tu écoutes ce que dit Kylian, bon, ben, tu te dis, ouais, c'est Paris qui l'a mise à l'envers à Kylian. Sauf que si tu écoutes après le son parisien, tu vas te dire, ouais, ben, c'est Kylian qui l'a mise à l'envers à Paris. Qu'importe. Quoi qu'il en soit, c'est qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord et peut-être à mettre un petit voile sur leurs différends pour faire une sortie digne de ce nom à Kylian. C'est juste ça qui est un petit peu dommage. C'est juste ça qui est un petit peu dommage. Parce qu'en vrai, ça aurait tout changé, tu vois. Chacun fait amende honorable, tu fais pas une petite vidéo, mais tu fais la photo, ou tu fais le petit événement où t'as Nasser qui fait la bise à Kylian et qui lui souhaite bon vent et tout ça. Bref, tu fais un truc comme ça, les supporters sont contents, basta, on n'en parle plus, sauf que ben, il y a trop d'affect à mon avis là-dedans, il y a trop de sous aussi là-dedans pour que en fait ça se passe comme ça parce que on le voit, ils sont au tribunal, donc c'est que il y a des problèmes de paiement de salaire dus ou non dus selon comment tu vois la chose, et du coup ça ne pouvait pas bien se passer la sortie. 6 saisons complètes entre 2007 et parti en 2024. Ouais, voilà, c'est ça. Merci de l'info. Bon allez, en tout cas il est très fort. Il est très fort. Mais ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi hier soir. Aïe aïe. Allez, le centre. Eh ben oui. Bah Péno. Bah oui, Péno. Eduardo. Bah oui. Forcément. Oh, Robert. Le froid de l'acier, Robert. Hein. Allez, on avance. Oh. Le centre venu des enfers, là. Et il est tout seul dans la surface. Qu'est-ce qu'il est fort à finir. Qu'est-ce qu'il est fort à finir. En vrai, il est fort et de partout, quoi. Le boulet de canon, 0 hésitation. Ouais, ouais. Lewandowski, c'est quelque chose. Rafinha, il est trop fort. Bah, typiquement, Rafinha, à moins que je dise une connerie, on est d'accord, Rafinha, il a commencé à Rennes. Comment c'est pas possible que Rennes n'ait pas pu capitaliser, on va dire, au moins une saison entière sur lui, quoi. Ils l'ont dégagé de suite. Ils l'ont dégagé de suite. Enfin, dégagé non, vendu de suite. Oh, le boulet de canon qu'il a envoyé, lui. C'est ogive. Et oui. Bon, et puis là, après, quand tu commences à prendre le bouillon, après... Quand tu commences à prendre le bouillon, c'est fini. Sursaut d'orgueil en début de seconde mi-temps. Oh, dommage. Il a cassé la barre. Il a cassé la barre. Et voilà. À deux doigts de dire qu'il croque la balle, sauf que au bout il marque. Donc qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, le crochet là. C'est mal celui-là. Ah, carton rouge. Ouais. Ouais, on a vu. Bon après...
Péno 5-2. Et après, plus rien. Salut messieurs, au revoir. Bon, ben voilà, hein, rien de plus à dire. C'est juste pour montrer qu'actuellement, en tout cas, on a l'impression... Vas-y, je vais couper ça. Voilà. Ah, attends, je fais n'importe quoi. Voilà. 5-1, c'est un peu mignon. 5-2 aussi. Hein. 5-2 aussi, c'est un peu mignon. Après, bon, c'est voilà, c'est comme ça. Ils prennent une rouste. Ça leur servira peut-être pour la suite de la saison hein, de constater que t'es pas forcément... tout ne sera pas facile. Et ça fait du bien quand même de retrouver une équipe barcelonaise compétitive et au niveau du Real, parce que ça fait quand même quelques saisons où le Real vraiment domine l'Europe, mais aussi l'Espagne. Et même si il y a eu des titres il y a eu un titre ou deux qui a été remporté par Barcelone, mais avoir une équipe de Barcelone qui fait peur au Real comme ça et qui est capable de lui coller des manitas comme à l'époque de Léo Messi, c'est cool. Ça montre que voilà, tout n'est pas acquis et que malgré le comment dire les recrutements 5 étoiles du Real, c'est pas suffisant. Hein. C'est pas suffisant et il va falloir qu'il se retrousse les manches et l'avantage qu'il y a, c'est que c'est sur la Super Coupe d'Espagne qui est peut-être le titre le moins important pour le Real, mais voilà. Bon, on va tourner et on va se parler maintenant. Ah oui, si, on va se parler. Non, ça je me le garde parce qu'il est déjà 8h10. Ça je me le garde pour demain. Je me garde pour demain. Je me le garde pour demain. Tac. On va se parler de rugby un petit peu. Et on va se parler Champions Cup, donc qui est l'équivalent de la Ligue des Champions pour le foot. Avec des clubs français qui ont régalé ce week-end, puisque l'UBB a gagné. Et de quelle manière? Ils ont gagné 69-17 contre Exeter. Toulouse a gagné contre les Sharks en Afrique du Sud. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Stade français qui a gagné avec le bonus contre Northampton. Paris qui était obligé de gagner avec le bonus offensif pour continuer à exister dans cette Champions Cup. Donc ils l'ont fait, donc bravo à eux. Donc le Stade français a gagné. Castres a gagné aussi avec le bonus offensif. Castres, ils ont gagné contre les Blue Bulls, les Sud-Africains. Toulon a gagné contre les Harlequins, pardon. Le Racing, par contre, a perdu. Le Racing a perdu et je crois que Clermont a perdu aussi. Et donc Clermont a perdu. Si, Clermont a perdu aussi. Le Racing et Clermont ont perdu. Et La Rochelle aussi a perdu. Et c'est pour ça que je gardais le résultat de La Rochelle pour la fin, puisque c'est le match qui va nous intéresser. La Rochelle a perdu, certes, mais a perdu contre qui? A perdu contre le Leinster. Leinster qui est, on va dire, avec Toulouse, qui est la deuxième grosse équipe qui domine l'Europe depuis, on va dire, maintenant 4-5 ans. Sauf que faut pas oublier d'où vient La Rochelle. La Rochelle, ça va pas du tout actuellement en top 14. Ça perd des matchs un petit peu bizarres. En gros, depuis la Coupe du Monde 2023, ils n'arrivent pas à redresser la pente. C'est-à-dire qu'ils ont récupéré des joueurs qui étaient claqués, qui étaient usés psychologiquement, qui étaient usés physiquement. Ils n'ont pas réussi à renouveler, on va dire, un petit peu, enfin, à redonner de la fraîcheur à leur équipe. Ils se sont qualifiés miraculeusement pour la 6e place en barrage de top 14 l'année dernière, mais ils se sont fait dégager de suite. Et depuis le début de saison, ça va pas. Ça va pas. Enfin, c'est pas en tout cas au niveau qu'on pourrait attendre de La Rochelle. C'est, je sais pas que si j'ai pas de parallèle à faire avec le foot, mais voilà, c'est très les résultats d'une autre équipe, on dirait c'est ok. Mais en fait, La Rochelle, on les attend dans les 4 premiers minimum du top 14 et on les attend très fort en Coupe d'Europe et on les attend sur des gros matchs et tout ça, ce qui n'est pas le cas depuis le début de saison. Et donc là, forcément, ils jouent quasiment l'équivalent on va dire, du Real Madrid en foot. Donc, on s'attend à ce qu'ils prennent une tôle. Et au final, ils perdent, mais de très peu. Et en faisant un match de grande qualité, alors qu'en tout début de match, ils perdent leurs 2 piliers. Donc physiquement, ils se sont fait concasser par le Leinster. Parce que quand au bout d'un quart d'heure, tu perds tes 2 piliers qui plus est, sont des piliers internationaux,
Bon, c'est un peu compliqué. Et derrière, tu perds Cancorier un peu plus tard. T'es pas loin de faire un petit peu le braco. Et ça va leur faire du bien. Ça va leur faire du bien en Rochelet d'avoir fait un match cohérent malgré l'adversité, malgré tout ça. D'avoir fait un match très cohérent pour la suite, ça va être important. En Coupe d'Europe, ils seront qualifiés quoi qu'il arrive. Hein. Parce que, ah oui, petite précision, hein, la Coupe d'Europe, c'est devenu. La Coupe d'Europe de rugby, c'est devenu comme le foot. Hein. C'est l'école des fans, quasiment tout le monde y gagne. Puisque tu as des groupes de 6. Dans ce groupe de 6, tu as les 4 premiers qui sont qualifiés. Le 5e, il est reversé en Challenge Cup. Il n'y a que le 6e qui est éliminé. Hein. Donc, bon. Voilà. Il y a un monde où l'intégralité des clubs français sont qualifiés. Clermont peut encore se qualifier. Il reste, en fait, il n'y a que 4 journées. Il n'y a que 4 journées de Champions Cup, de qualification. Ce club a le seum. Tu parles de qui? Oui, le club, le 6e, oui, le 6e, le 6e est deg. Bah oui, mais alors, voilà. Après, quand tu finis dernier, au bout d'un moment, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même, hein, au bout d'un moment, quand tu finis dernier. Donc, Clermont, en plus, joue contre Bristol sur son dernier match, donc doit aller chercher une victoire. Clermont peut clairement se qualifier pour les phases finales. Dans la poule 4, Toulon est premier, le Racing est dernier, mais on voit que de la 3e à la 6e place, ils ont tous 5 points, donc c'est jouable sur la dernière journée de remonter s'ils gagnent. Donc le Racing peut aussi se qualifier. Le Stade Français, là pour le coup, va falloir, il faudra une victoire bonifiée du Stade Français. Il joue qui? Prochaine journée, il joue les Saracens là-bas. Bah, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué, mais si le Stade Français bat les Saracens avec le bonus offensif, comme ils l'ont fait contre Northampton avant-hier, pardon, c'est jouable. Et Bordeaux et Toulouse sont déjà qualifiés dans la poule numéro 1. Donc, globalement, allez, on va dire, il y a peut-être le Stade Français pour qui ce sera compliqué, mais sinon, tous les autres clubs, c'est largement jouable. C'est largement jouable. Et on va terminer ce Café des Sports. Il est 8h22, on est toujours dans les temps. Avec du tennis. Avec du tennis et avec... Alors là, on voit Gaël Monfils, mais pas que. Alors pourquoi l'équipe fait un focus sur Gaël Monfils? Parce que Gaël Monfils vient de gagner le tournoi d'Auckland, si je dis pas de bêtises. C'est peut-être pas Auckland. Mais en tout cas, vient de gagner un titre, un ATP 250, juste avant l'Open d'Australie. Alors, toujours pareil, je suis toujours mitigé quand des joueurs comme ça gagnent un tournoi juste avant un grand chelem. Parce que tu peux lire le truc de deux manières. Tu peux lire le truc de... Bah, il est en forme. Ça montre qu'il est en forme et qu'il est capable de faire des grands matchs vu qu'il a gagné un tournoi, ce qui est vrai. Et de notre côté, tu peux te dire, ouais, mais il va arriver cramé, puisqu'il a joué 5 matchs la semaine dernière pour venir gagner son titre. Donc, dans quel état de forme il va arriver pour le premier tour de l'Open d'Australie? On ne sait pas trop. D'autant plus qu'au premier tour de l'Open d'Australie, il va jouer qui? Il va jouer Giovanni Mpetshi Perricard. Donc pour rappel, hein, il y a 17 ans d'écart entre les deux. Mon fils a 38 ans, Giovanni en a 21. Donc forcément, différence de fraîcheur. Après, on est en début de saison, donc normalement, t'es pas trop esquinté encore physiquement. Giovanni Mpetshi Perricard, qui est un énorme serveur, hein, on a vu la saison dernière, pardon. En début de saison, c'était justement pile à la période où j'étais malade comme un chien, donc j'étais cloué dans mon lit et je n'avais qu'à regarder des matchs de tennis. Donc je l'ai vu sur le tournoi de je sais plus où en Australie, en toute honnêteté je sais plus où est-ce que c'était, je sais pas si c'était pas Brisbane, où il est arrivé en demi-finale. Il a été battu par Opelka, qui est un revenant et qui a le même profil que Mpetshi Perricard, c'est-à-dire un très très gros serveur. Il a été battu en demi-finale, mais jusqu'aux demi-finales, il avait fait un parcours vraiment très costaud, et il montre que ce qu'il a montré justement l'année dernière, c'était pas un coup de bol, et qu'il va falloir compter sur lui cette saison déjà, et sur les prochaines saisons, c'est sûr et certain. Donc on a vraiment on va avoir l'affrontement entre deux mondes. Gaël Monfils, qui appartient à l'ère des 4 mousquetaires avec Gasquet, Tsonga et autres Gilles Simon, et il fait partie, avec Gasquet, c'est les 2 derniers Mohicans, hein, c'est les 2 plus vieux joueurs français qui restent sur le circuit, à la différence que mon fils est en quand même bien meilleure forme que Gasquet. La preuve, c'est qu'il est encore capable de gagner des titres.
Donc voilà, premier tour qui risque d'être très très intéressant et qui va se jouer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va avoir l'affrontement entre MPC Péricard et Gaël Monfils. Et donc l'équipe faisait en fait un focus sur Gaël Monfils et sur l'image que Monfils dégageait auprès des jeunes joueurs français, que ce soit Arthur Fils, que ce soit Giovanni MPC Péricard ou Hugo Humbert, voilà, et puis des petits mots gentils forcément. Hein. Il a toujours le petit mot pour moi, il est très protecteur, il a beaucoup de choses à nous transmettre. Oui, évidemment, Gaël Monfils, c'est déjà en cours, non? Car il est 17h30 en Australie. Et alors, je pense que c'est sur la prochaine session. Si je dis pas d'énormes âneries, je suis pas sûr que ce soit tout de suite. Je te dis ça. Je te dis ça. Ça j'avais vu, ça j'avais vu, ça j'avais vu. Ah oui, non, mais non, j'étais sur hier, forcément. Arthur Cazot, c'est compliqué. Rinderknecht, non, c'est pas lancé encore. Non, c'est pas encore lancé. C'est pas encore lancé le match. Mais en fait, c'est peut-être même. Enfin, en gros, je pense que c'est demain pour l'Australie, mais pour nous, c'est ce soir en fait. Ça va être ce soir pour nous. Ouais, c'est ce soir. C'est ce soir. Enfin, cette nuit. Ça va être cette nuit, donc demain, on pourra en discuter de ce match-là. En attendant, il y a d'autres matchs qui ont eu lieu. Et il y a de quoi parler déjà un petit peu, puisque nous avons Hugo Gaston. Alors, Hugo Gaston, c'est incroyable. Parce que c'est un, on va dire, bon tennisman. Ah oui, c'est demain 9h10, heure locale. Voilà. Heure locale quasiment pour toi d'ailleurs. Parce que tu dois être quasiment sur le même fuseau horaire. Enfin, je m'imagine mal la map monde, mais... Non, t'es un peu plus à gauche, toi. Tu dois avoir 1 heure ou deux de moins. Un truc comme ça. C'est ça? Parce que j'arrive pas à situer Taïwan par rapport à l'Australie. Sur les fuseaux horaires. 2 heures? Ok. Ouais, quand même, c'est pas tout à fait à côté. C'est pas tout à fait sur le même fuseau. Donc, qu'est-ce qu'on se raconte? Oui, Hugo Gaston, c'est un bon tennisman français. Qui est agréable à voir jouer. J'aime bien voir jouer Hugo Gaston à chaque fois. Même fuseau que la Chine. Ok. J'aime bien voir jouer Hugo Gaston parce que c'est un tennis qui est agréable à regarder. Mais malheureusement, il n'a pas on va dire, la puissance nécessaire pour figurer parmi, on va dire, le top 20 ou top 30. Mais voilà, des fois, il sort du chapeau comme ça, tu sais pas pourquoi. Voilà, et il va faire des percées. Et ben là, voilà, il a battu Jessica au premier tour. Jessica qui était un local, donc qui bénéficie d'une wildcard comme on a des jeunes Français qui bénéficient de wildcard pour Roland Garros. C'est de bonne guerre. L'Open d'Australie invite des Australiens à son tournoi et c'est bien normal. Battu donc par Hugo Gaston en 4-7, il se sera prêt à accrocher un 7. Au prochain tour, il va jouer Lehečka. Lehečka qui a fait une grosse percée la saison dernière, qui est tête de série numéro 24. J'étais même surpris qu'il soit déjà tête de série 24, mais c'est mérité parce qu'il a fait une très très grosse saison l'année dernière. Donc le second tour sera compliqué, mais pas injouable pour Gaston. Donc ça sera intéressant de voir ça. Benjamin Bonzi. Benjamin Bonzi, je regardais là tout à l'heure, j'ai pas l'impression que le match ait encore eu lieu. Il est où? Je l'ai vu passer. Non, c'est pas encore commencé. Le match de Bonzi n'est pas encore commencé. Il a un premier tour, on va dire, abordable face à David Goffin, puisque David Goffin, c'est un petit peu sur courant alternatif. Préjean. Hey. De retour, c'est bon. On a arrêté de parler du Real. Donc, je disais, oui, Benjamin Bonzi, voilà. Ça dépendra de lui. En fait, ça dépendra de la forme de David Goffin. Malheureusement, ça va pas dépendre de Bonzi, ça dépendra surtout de Goffin. Est-ce qu'il est capable de sortir un gros match ou pas? J'ai plutôt tendance à dire, en début de saison, il est encore frais. Ça devrait le faire. Pour Goffin, normalement, on verra ça demain. Muller, qui joue contre Borges et qui joue actuellement contre Borges et qui vient de perdre. Voilà, c'est fait. Donc, Caray qui arrive toujours au bon moment. Voilà, donc le Portugais Borges, Nuno Borges, qui a battu Alexandre Muller en 4-7. Alexandre Muller, sur qui j'avais préparé un petit sujet que je sortirai peut-être quand il y aura l'occasion.
puisque Alexandre Müller a gagné lui aussi. Les Français ont fait un bon début de saison. Lui a gagné aussi un tournoi, un ATP 250 en tout début de saison, en battant en finale Kei Nishikori. Donc c'est pas rien. Borges, la pépite, bien sûr. Oui. Et oui. Donc oui, il avait battu Kei Nishikori en finale, donc il avait fait une très très grosse semaine. Et c'était un des premiers tennismen à remporter un tournoi en ayant perdu à chaque fois le premier set. Sur tous les matchs qu'il a joué, donc il a joué 5 matchs, sur ces 5 matchs, il avait perdu le premier set et gagné les 2 suivants. Donc voilà, j'avais préparé un petit peu ça, malheureusement j'ai été malade et j'ai pas pu le présenter, mais peut-être qu'un jour je sortirai ça dure 5 minutes, hein, mais ce petit sujet sur Alexandre Müller, qui a une particularité, le pauvre, c'est qu'il a la maladie de Crohn. Donc maladie de Crohn, pour ceux qui savent pas, c'est des douleurs intestinales et abdominales chroniques, qui surviennent quasiment à n'importe quel moment. Et malheureusement, il a appris en tout cas à vivre avec, parce qu'il n'a pas le choix en même temps. Il a pas trop le choix. Et j'ai un doute, est-ce que c'est la maladie de Crohn? Maladie. Müller. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, maladie de Crohn. C'est bon, je n'avais pas dit de conneries. Et donc du coup, voilà, c'est quand même beau de se retrouver. Ben, il est actuellement 56e à l'ATP, ça veut dire qu'il est le 56e meilleur joueur du monde, alors que chaque matin quand tu te lèves, tu sais pas si tu vas être plié en deux pour la journée ou pas. Et c'est même pire que ça, parce que ça peut survenir pendant 1 heure et puis après disparaître. Donc voilà, c'était la petite parenthèse sur Alexandre Müller, mais bon, en tout cas, il s'est fait sortir par Borges. On continue sur nos petits Français. Alors pour l'instant, on va faire des focus sur les Français parce qu'il n'y a pas eu de gros tremblements de terre au niveau des, on va dire, des grosses têtes de série. Le seul qui s'est fait sortir, la seule grosse tête de série qui s'est fait sortir, il est où? Il est où? Je le vois pas. 12, 14, 17, 30, 19, 11. Il est là. Tsitsipas qui s'est fait sortir par Mikkelsen. Alors, c'est une surprise, oui et non. C'est juste que Mikkelsen, c'est un jeune qui pour l'instant n'est pas, à mon avis, au classement qui mériterait d'être. Mais Mikkelsen est un jeune américain qui perce fort. Et je sais même pas, j'aurais été curieux de voir les cotes de ce match-là. Je suis quasi sûr que les cotes étaient, on va dire, équivalentes. Je dirais pas que Mikkelsen avait une meilleure cote que Tsitsipas. Mais en tout cas, c'est pas une surprise absolue que Mikkelsen batte Tsitsipas. C'est plutôt pas de bol pour Tsitsipas d'être tombé sur Mikkelsen au premier tour. Hugo Humbert, donc, on continue sur les Français, qui a battu Gigante, l'Italien, qui sortait des qualifications en 3-7 secs. Et c'est très bien parce qu'il faut qu'il économise de l'énergie pour les gros matchs qui l'attendent après. Il va jouer au prochain tour un Libanais, Habib. Et Habib, il a Adi Habib, qui est le premier Libanais à gagner SofaScore. Comment ça, SofaScore? Pourquoi tu me dis ça? Adi Habib qui est le premier Libanais à gagner un tournoi, un match dans un grand chelem. Ah, les cotes. Oui, mais même des cotes passées. Ah oui, ça doit te les afficher, je pense. Ça doit te les afficher. On va regarder, hein. Bon, il va falloir que je le trouve, hein, déjà, le match. Tac, on va faire comme ça. Oui, ah, il est là, je l'ai vu. Ah non, il mettait quand même 1,57 à Tsitsipas et 2,38 à Mikkelsen. Mais typiquement, ça aurait été le genre de cote à tenter. Pour info, Mikkelsen a gagné le tournoi Next Gen qui est en début de saison, auquel a participé Arthur Fils, et il a vraiment collé des roustes à tout le monde. Fin de saison dernière, il collait des branlées à tout le monde. Tsitsipas, en plus, est pas forcément dans la forme de sa vie actuellement. Donc bon, voilà, ça aurait été la bonne cote à attraper, tu vois. 2,38, je trouvais ça très cher payé pour Mikkelsen. Ou au moins dire, j'en sais rien, un match un peu serré ou ce genre de choses. Ça aurait peut-être fait partie des cotes que j'aurais pu proposer.
Et donc pour l'information, Mikkelsen a gagné en 4-7, donc il a laissé un set à Tsitsipas, il en a gagné 3 autres. Je continue, donc Hugo Humbert, très très bien, donc il va jouer Habib au prochain tour, normalement ça devrait être facile pour Humbert, normalement, après on ne sait pas de quoi sera fait ce match-là, mais normalement c'est facile, et il affrontera au prochain tour un Français, puisque en face il va y avoir ou Quentin Alice, qui a galéré contre un local, Walton, que je ne connais pas du tout, donc je ne saurais pas dire les capacités, j'ai pas vu le match, mais en tout cas c'est cool pour Quentin Alice, qui n'est pas forcément un joueur qui est habitué au second tour, voire au troisième tour de Grand Chelem, donc qu'il arrive à passer un tour, c'est déjà bien pour lui, 71e au classement mondial, donc ça va lui faire des points, le fait de passer au second tour. Le problème qu'il y a, c'est que je ne suis pas sûr qu'il passe au troisième tour, parce qu'en face, il va tomber contre Arthur Fils. Arthur Fils, qui a été, on va dire, avec Hugo Humbert, les deux grosses satisfactions de l'année... je suis flou. De l'année 2024, et qui doit confirmer sur 2025. Donc, il avait un premier tour contre Virtanen, qui est... Ah, t'es jamais content de jouer un mec comme ça au premier tour, parce que c'est accrocheur, c'est 92e mondial, mais c'est capable de taper des mecs mieux classés que soi. Bon, évidemment, tu préfères jouer Virtanen que Djokovic, mais bon, c'est chiant de jouer ça au premier tour. En plus, il n'y a plus, le match il a été arrêté. Voilà, il y avait un peu de contexte extérieur qui ont fait que ça aurait pu comment dire, sortir Arthur Fils de son match. D'ailleurs, il a perdu le premier set, mais il a réussi à se remettre dedans et à gagner les 3 autres sets, on va dire sobrement, 7-6, 6-4, 6-4. Prochain tour donc contre Quentin Alice, normalement ça devrait passer, avant une confrontation qui sera ultra intéressante au troisième tour. Normalement on devrait avoir Humbert contre Arthur Fils. Et ben voilà, c'est les deux gros joueurs français du moment, avec un Petit Péricard qui se mêle un petit peu à la fête. Donc on a envie de savoir, c'est voilà, qui est notre leader. C'est qui notre... Je vais essayer de faire ça pour que ça fasse la mise au point. Okay. On a envie de savoir qui est le leader français en fait. Qui est le meilleur joueur français actuel. Et on le saura au sortir de ce troisième tour. Ce qui laisse sous-entendre qu'on aura potentiellement un 8e de finale avec un Français. Il y a de grandes chances en tout cas. Et ce 8e de finale sera probablement contre Alexander Zverev, qui a battu Lucas Pouille au premier tour, bon, bah, sans grande surprise. Qui va jouer Martinez Portero au prochain tour et qui va probablement se qualifier. Et qui jouera au troisième tour peut-être Arthur Cazot, qui est en train de ferrailler contre Baez. Il y a un set partout. Non, Baez vient de mettre le troisième. Donc il y a 2-7-1 pour Baez. Donc Sébastien Baez, qui est un jeune Argentin qui voilà, commence à percer lui aussi. Donc c'est un gros morceau pour Arthur Cazot. On en parlera demain de savoir s'il a réussi à retourner le match. Mais pour l'instant, c'est mal embarqué. Il y a 2-7-1 pour Sébastien Baez. Dans les matchs auxquels on va avoir droit cette nuit, on va avoir Coco Moutet contre Popirine. À domicile, Popirine, je ne le vois pas perdre contre Corentin Moutet, même si Moutet, on le sait, hein, la pression, c'est pas quelque chose qui compte pour lui, mais bon, normalement, Popirine devrait passer. Rinderknecht contre Tiafoe, bon, bah, c'est pareil, hein, ça va être compliqué pour Rinderknecht, surtout que Tiafoe, sur surface rapide, c'est ce qu'il aime, donc ça va être compliqué. Mpetshi Péricard contre Gaël Monfils, on en a parlé. Match qui sera ultra intéressant à regarder, à décrypter demain. Sur le papier, Mpetshi doit s'en sortir, mais Gaël Monfils, on le sait, c'est un homme de grands événements et il est capable, sur un match, de venir accrocher Mpetshi Péricard et ça sera intéressant de voir ça. Nous reste-t-il les Français? Il nous reste Adrian Manarino qui est tombé à la 73e place mondiale, lui qui était dans le top 30 l'année dernière. Du coup, il se mange une tête de série. Karen Khachanov, c'est peut-être pas le pire tirage pour lui. Khachanov, on en a déjà parlé, qui est capable de péter des câbles à certains moments et de lâcher des matchs. Donc on verra ce que ça donnera contre Manarino. On verra demain. Khachanov, sur le papier, est censé gagner, mais Manarino est capable de faire une perf. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout. Ce qu'on avait à dire pour ce premier tour de l'Open d'Australie. Et on verra, on a hâte surtout de voir demain voilà, les résultats des Français qui restent. Pour avoir une carte complète du second tour. Donc voilà.
On va terminer, vu que j'ai encore un petit 10 minutes devant moi, on va regarder, et alors là, freestyle total, vu que je n'ai rien préparé du tout là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé la nuit dernière en basket? Qu'est-ce qui s'est passé les Celtics? Bon bah écoute, manifestement, c'est pas après 2 semaines de maladie que les choses ont changé, pardon. Ah si, j'avais pas vu. En tout cas, les Celtics ont gagné contre les Pelicans, pas de surprise. Par contre, les Cavs se sont fait attraper par les Pacers. Le Magic qui est venu se faire attraper, non pardon, gagner contre les Sixers, donc ça va être toujours compliqué pour les Sixers. Les Wizards qui ont perdu contre le Thunder. Je suis pas étonné. Le Jazz qui gagne contre les Nets, les Suns qui gagnent contre les Hornets. Qu'est-ce que ça donne au classement des conférences? Je sais plus comment on fait. Comme ça? Oui, comme ça. Les Cavs sont toujours premiers malgré leur défaite. Ok. Ah ouais, ça a été compliqué la semaine pour les Celtics aussi. Donc, en finale, les Cavs ont repris un peu d'avance sur les Celtics. Ok. Ok. 38-33 pour 39-28. Pourquoi ils sont devant du coup? Ah non, n'importe quoi. 33-5 pour 28-11. Je me disais, ça faisait beaucoup de défaites. 33-5 pour 28-11. Ouais, il y a quand même un... Il y a quand même un creux quand même qui s'est fait. Derrière, les Knicks, le Magic, Pacers, Bucks, Heat, Pistons, Hawks et Bulls. Ok. Donc pas d'énormes surprises en tout cas. Caray, tu me diras si je dis des faibles. Du côté de l'Ouest, on a toujours le Thunder devant. Les Rockets en deuxième, Grizzlies, Nuggets, Mavericks, les Lakers qui ont réussi à remonter dans les play-in. Tu l'avais dit. T'avais même dit play-in au mieux. Et là, ils y sont même plus. Ils y sont même plus dans les play-in. Ils sont à 0, ils sont à 19-19. Après, je suis en train de voir que c'est quand même full serré, hein, jusqu'à la 6ème place, donc c'est pas encore fait. Hein. Attention, c'est pas encore fait. Mais effectivement, les Warriors qui sont sortis des play-in, pour l'instant, et les Spurs aussi, et ça par contre c'est un peu plus étonnant. Donc ouais, ça a bougé, Conférence Ouest, ça a bougé. Et encore, ils ont récupéré Schroeder. Ah ouais? Schroeder, il est aux Warriors? Ah ouais. Ah bah c'est cool, il a fait un gros match, dernier match. 11 points. Ok. On va aller se regarder des petits highlights là. Puis on terminera là-dessus. Euh... C'est fou quand même, quand je tape NBA, je tombe pas sur... Allez, doucement. Oh oui, il y a le top 10. Le top 10 de la nuit qui vient tout juste d'être publié. Allez, c'est parti, c'est cadeau. Avec une petite pub d'abord. Parce que sinon, c'est pas marrant. Allez, c'est parti. Damien Lillard. Giannis is on this with the alley-oop lay-in finger roll gently in at number 10, moving along to number 9. Thanks Cole Anthony for the miss, because for Jonathan Isaac, this is... Oh, quand même, terminez-moi ça les gars. Bah ouais. Stuffing it in, gets in at number 9, moving along to number 8, and Kyle Kuzma behind the back at the rack, and Alex... Ouais, enfin c'est bien beau de mettre des trucs comme ça, mais bon, t'es dernier de la ligue quoi, donc... Ça va tanker sévère encore. Attends, on va voir les highlights du dernier match de Cooper Flag. Le prochain numéro 1 de la draft. Ça va tanker sévère, ouais. Ok, je vais regarder. Cooper Flag. Jason Tatum. Qu'est-ce qu'il vaut? Oh non. Eh ben. Présent au rebond. Catch and shoot. Eh oui. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont 3 en passe? Oh.
Il s'est fait repousser sévère. Zaire Williams back Non. into the paint. A huge stop at number 5 as Wow. defense gets into the countdown. On to number 4 Ah, and interception. we are really getting up off the floor. Obi Toppin dropping the reverse C'est qui, lui? with a Toppin? first rock in the Au débat. because he's able. Obi Toppin getting in at number 4 for the Eh oui, Indiana Pacers c'est joli. with that beauty. Up to number Ah, 3 touchdown. for one of the best dunkers Ah. we've ever seen. Of Oh, il va lui course, péter. I'm talking about Oh, Zach il est. LaVine. Still Ah, il a été... En vrai, il a été sobre. Il a été très sobre, Zach. Parce que le connaissant, il aurait pu nous envoyer un double loot, ce machin et tout. Très sobre. in the air and throw that one in. It's a Zach attack. At Zach number attack. 3. Up to number 2, and Trevelin Queen is a dunking king. He sees with Oh, impunity and En vrai, opportunity. en fait, ok, il y a de la puissance dans le dunk qu'il met, mais en fait, je comprends jamais pourquoi ils mettent dans les top 10 des trucs comme ça. Ça part quand même d'une action qui est ratée, quoi. Après, oui, il écrase le panier, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien de phénoménal dans ce type d'action, quoi. Nobody boxes out, so he stuffs that one in at the rim. Beautifully done from Queen as he's in at number 2. But at number 1, down 1, Utah's Isaiah Collier should Oh, le get buzzer! an assist for this one as well. Ah non, c'est pas un buzzer. Throw it ahead of himself and then go off. Et il est à 2 doigts de... Faut voir le contexte, là. C'est le contexte qui fait le highlight. Merci. Qu'est-ce que j'ai foutu? Non, je le reveux en grand, voilà. C'est le contexte qui fait le highlight, parce que t'es à 2 secondes de la fin du match et t'es à 1 point derrière, quoi. For this one as well. Look at just throw it ahead of Voilà, là, il est à 2 doigts de se rétamer, il passe entre les and deux. then go off glass with class for the game. Collier. That's Isaiah player just getting it done for Utah and Landon at number 1. Il aura éteint la lumière. Bon, après, ils avaient 2 secondes pour marquer, hein. C'était pas encore mort, hein, mais... Il aura éteint la lumière. Il y a un truc que je voulais voir, j'ai pas fait gaffe. Je vais remettre... hop. Je vais reprendre le classement. À l'Est... Ah merde, putain, c'est vrai que je peux plus. À l'Est... Orlando est toujours là. Moi, je suis étonné d'Orlando. Je suis étonné d'Orlando. Je suis étonné, et pas dans le même sens. Les Bucks, je les verrai au moins 3e. Ils n'arrivent pas à enchaîner, quoi. Et Orlando, je les voyais pas aussi haut du tout. C'est bravo à eux, en tout cas. C'est pas une critique en soi, mais il y a qui chez eux? Da Silva. Ah, il y a Isaac là qu'on a vu là qui a mis un joli panier. Cantavius Caldwell-Pope, ok. Sans Banchero et Wagner. Ah, mais en plus, oui, voilà, je cherchais, c'était qui leur. Ok, mais oui, et oui, ils ont Wagner et Banchero. Eh oui. Enfin, moi j'avais surtout Wagner en tête, pas Banchero, tu vois. Oui. Franchement, c'est propre, hein. C'est propre. C'est propre ce qu'ils proposent. Bon, les amis, on va s'arrêter là. Pour une reprise, c'était plutôt cool, c'était plutôt en douceur et en tranquillité. Je le répète, mais voilà, si voilà, vous avez des idées de match, n'importe quoi, de sujets à faire apparaître. Banchero numéro 1 de draft d'il y a 3 ans. Ah ouais, bah c'était à l'époque où je regardais pas du tout, donc pas étonné que je sois pas dans l'info, tu vois. C'est comme je disais, ma culture basket en fait, elle s'est arrêtée il y a 4-5 ans. Et j'ai repris l'année dernière, quoi, mais c'est vrai qu'il y a eu une grosse période où j'ai quasiment pas du tout suivi. En gros, donc t'as pas regardé Cooper? Oui, Cooper, mais tu vois, typiquement, Cooper, c'est le genre de truc que j'aimerais faire un sujet complet. Je vais regarder vite fait, mais j'aimerais voilà, avoir un truc un peu plus détaillé de lui. Vas-y, je vais regarder en 2-2. Et donc, j'ai coupé ce que je voulais dire. Voilà, si vous avez des idées de sujets comme ça, typiquement, voilà, le futur numéro 1 de draft de l'année prochaine, venez, on va le regarder et tout ça. N'hésitez pas à venir me le mettre dans le Discord et moi, je le prépare pour avoir un sujet complet pour le jour d'après.
Donc tu me dis Cooper, c'est quoi son prénom à Cooper? C'est... Attends, je remonte un peu, t'as dû me le mettre. Cooper Flag. Cooper Flag, bon, de toute manière, highlight. Ça doit être ça, j'imagine. Allez, on va regarder. On va se le regarder. T'as pas... C'est son prénom. Ok, oui, et c'est Flag, son nom de famille. Okay. Là, il est à Duke. C'était 46 points de mémoire. Ouais, ça doit être ça. 42, ça doit être ça, 42. C'était Tatum, non, qui était à Duke aussi. Each game they led with 2 or 3 minutes to go, just couldn't seal the deal. They are close, they are improving, and Malawach, 3 freshmen in the starting lineup. As Knipple finds Flag, he finds Malawach. Boom! The 3 freshmen connect on the Cooper Flag after he sets this screen. Little pass on the short roll, that draws 2 defenders. He just lobs it up. That's really difficult to rotate. On en discute du monde pour des matchs universitaires. Limite, il y a plus de monde là que dans certains matchs avec des champions. J'ai dit dans certains matchs. Hein. Je prends en compte les matchs qui vont se jouer en Europe de l'Est devant 2 personnes et demie. Oui! Ça fait de la passe, hein? Ah, ça va être à 3 points là. Ouais. Boum. Boum. Kaboom. Il y avait vraiment 14-0 par contre. J'ai bien lu 14-0. Ouais, c'est bon, on l'a vu, c'est bon. Et... Oui, l'interception. Ah mais c'est pas lui, merde, je crois, il est là. Ouais, c'est une gâchette, quoi. C'est une gâchette. And has had a really interesting coaching journey. Was at Butler under Brad Stevens, was at Purdue under Matt Painter. Those comments. Deportes as it is tipped in by Malawach at times. This day has not gone the way he has wanted it to go thus far. Ok, la passe. Oh. Flag over Davis for the bucket. All set up just to get a Hop. little isolation on the right side. Hop. Pressure out near midcourt by Shrewsbury. Knipple handling for the Blue Devils. Almost like a zone look underneath. And Flag with his 6th assist. Cooper Flag, an excellent passer. Drawing a second defender, just dropping it off the defenders. And he's headed toward the baseline, toward the corner more than toward the basket. He can't foul there. Flag driving on Davis. Tiens, il en refait tout, hein. Ouais, tu vois, j'avais pas eu ton message. Il est ultra complet, c'est incroyable. Il fait de la passe, il est capable de jouer dans la raquette, il est capable de jouer à 3 points. Oh. Boom! By Tay Davis with the right hand, the other end of the floor, Malawach sets the screen. Konechny late getting. Just got to do little things better here and there to turn the L's into W's. Si les Spurs ils arrivent à chatter encore, je prends le premier avion. Je sais pas s'ils vont tanker encore les Spurs. À un moment donné, à force de tanker, enfin voilà, il faut jouer au bout d'un moment. That's really the only open shot is off that broken play action. Burton switches on to Flag. Oui. Ouais. Ouais, il est chaud. Ouais, il est tout seul. Bah, le laissez pas tout seul aussi, bande de tocards. Ah ok, il a fait le record. Ouais.
Il a fait un record de points ou je sais pas quoi. Ouais, voilà. Je pense que c'est Freshman. Qu'est-ce que par Freshman? C'est quoi Freshman? Ok, c'est première année. Ok, c'est sa première année en ACC. Ok. C'est rookie en fait. En fait, c'est l'équivalent de rookie. Bon, ben ouais, effectivement, il y a une pépite sympa à aller chercher là, en tout cas. Il y a une pépite sympa à aller chercher. Ok, ok. Bon, ben merci pour l'info, Karai. Merci pour l'info, on va s'arrêter là-dessus. C'était... Mais on en reparlera de Cooper Flag. On en reparlera. De toute manière, on en reparlera par la force des choses à la future draft. Mais je pense qu'on en reparlera avant et on va garder un œil sur lui, en tout cas. Bon, sur ce, on s'arrête pour aujourd'hui. C'était cool de reprendre en douceur Caféine TV. On se retrouve demain matin, même heure. Et donc, du coup, avec des... Bonne journée à toi aussi Domino, bonne journée à toi Karai. Et on se retrouvera donc demain. Et comme je disais, on va essayer de prendre des bonnes habitudes. Et donc demain, avec un peu d'actu, forcément il y aura du tennis avec les matchs de la nuit, mais surtout avec des sujets un petit peu plus en profondeur et un petit peu plus travaillés. Voilà. Je vous souhaite une belle journée à tous et on se dit à demain. Salut. Tutti.